Le monde peut tenir pendant 7 jours. 7 jours seulement. Pourquoi? Parce que les réserves de pétrole ne peuvent couvrir que 7 jours au maximum. Dans les forces armées, la norme la plus élevée est celle de l'OTAN, et même là, elle n'est que d'un mois. Les avions du groupe aérien présents ici sont plus puissants que toutes les forces de frappe des États de cette région réunis. Le responsable de la branche israélienne des services de renseignement iraniens s'est révélé être un agent israélien. La leçon à en tirer est très simple. Mais qu'a fait l'Iran jusqu'à présent? L'Iran était-il vraiment un ennemi d'Israël? Il y a une position extrêmement importante ici pour la Turquie. L'Azerbaïdjan du Sud. Bonjour le peuple, j'espère que vous allez bien. Un amiral turc dénonce les méthodes du Mossad sur l'Iran. Vous allez voir qu'à travers ces révélations, vous allez apprendre beaucoup de choses. Concentrez-vous sur le fond de la vidéo parce que vous allez voir qu'il va très bien expliquer la supercherie d'Israël. Bienvenue monsieur, Merci. nous sommes de retour devant la carte avec un nouveau développement important. Nous allons parler des récents événements entre Israël et l'Iran. Mais en général, lorsqu'on observe la situation actuelle, on parle surtout d'opérations aériennes, de frappes aériennes, de l'impact des drones, de ce qui pourrait se passer sur les côtes et des systèmes de missiles. Ce qui attire mon attention cependant, c'est que la dimension maritime n'est pas beaucoup abordée. Pourtant, c'est une zone stratégique qui, si elle entre en jeu, pourrait complètement changer le cours des événements. Monsieur, comment évaluez-vous actuellement la présence militaire sur le terrain, en particulier sur le plan maritime? Tout d'abord, les États-Unis ont une présence militaire en Méditerranée. Ils sont également présents en mer Rouge. Et ici, ils disposent de leur 5e flotte basée à Bahreïn. Les États-Unis possèdent un porte-avions, des destroyers, des croiseurs, et ces navires sont équipés de missiles Tomahawk et de missiles balistiques. Israël n'est pas seul. Ce sont les États-Unis et Israël ensemble. Et dans cette région, l'Iran peut être sérieusement neutralisé à travers des missiles balistiques. L'Iran est déjà entouré par la mer. Actuellement, l'Iran a la capacité de contrôler le détroit d'Ormuz avec ses propres forces, ce qui lui donne le pouvoir d'interrompre ou de permettre le flux de pétrole. C'est aussi une réalité. C'est pourquoi le mécanisme de contrôle maritime, c'est-à-dire le contrôle de la mer et du détroit d'Ormuz, est particulièrement crucial dans le golfe Persique. Le pétrole et le gaz naturel ne sont pas uniquement transportés par oléoduc. Une grande partie, notamment le pétrole brut et le gaz naturel, est acheminée par navire. Si ce flux venait à s'arrêter, à être restreint ou à diminuer, les prix du pétrole et du gaz naturel augmenteraient dans le monde entier. Et cela entraînerait également une hausse des prix de l'or. Cette situation montre à quel point le contrôle des mers influence l'économie mondiale et la vie des gens. En réalité, cette région, avec le pétrole de l'Irak, de l'Arabie saoudite, le pétrole et le gaz naturel du Qatar, d'Oman et du Koweït, toute cette zone du Golfe est en mesure d'influencer l'offre mondiale de pétrole et de gaz naturel et donc d'en affecter les prix. Un tel blocage, si l'on parle des conséquences d'une guerre entre l'Iran et Israël, mènerait à une situation dangereuse où l'accès maritime serait restreint, ce qui est déjà en partie le cas. Si des navires venaient à être bombardés ou ciblés, l'industrie et l'économie mondiale en souffriraient gravement. En cas d'interruption du flux pétrolier, le secteur privé dans le monde ne pourrait tenir que 7 jours au maximum. 7 jours. Pourquoi? Parce que les réserves de pétrole ne peuvent couvrir que 7 jours au maximum. Dans les forces armées, la norme la plus élevée est celle de l'OTAN et elle est d'1 mois. Les pays de l'OTAN disposent d'un stock pour 1 mois. Après 1 mois, même les chars ne peuvent plus avancer, les avions ne volent plus, les navires ne naviguent plus. Mais le secteur privé, lui, ne peut tenir que 7 jours au maximum. C'est pourquoi ce type de crise n'affecte pas uniquement cette région, mais a des répercussions dans le monde entier. En ce qui concerne la présence américaine dans les mers, en termes militaires, il y a cette question et il y a le scénario d'intervention. Comment l'Amérique peut-elle intervenir dans une situation éventuelle ou où se déroulera le processus? Comment pouvons-nous l'évaluer? Les États-Unis d'Amérique ont 3 priorités dans cette région.
Premièrement, la survie et la sécurité d'Israël. C'est un principe fondamental. Deuxièmement, assurer le libre écoulement du pétrole vers l'Occident. Que se passera-t-il si le pétrole ne circule pas librement vers l'Occident? C'est là toute la question. Il n'y a pas d'autre acteur puissant au Moyen-Orient que les États-Unis. Hormis les États-Unis et leurs alliés. Ici, tandis qu'Israël mène ses attaques pour assurer sa survie et sa sécurité, tout en empêchant la présence de toute autre puissance au Moyen-Orient en dehors des États-Unis et de leurs alliés, il est également nécessaire de garantir d'une manière ou d'une autre le libre écoulement du pétrole vers l'Occident. Cela sera garanti. Même si ce flux est restreint pendant 3 à 5 jours, il sera rétabli. Des pays comme les États-Unis veilleront à cela, et ils tireront également profit de la hausse des prix du pétrole. D'autres acteurs, comme la Russie, en bénéficieront également. Si le prix du pétrole augmente, l'économie russe en bénéficiera fortement. La demande envers elle augmentera donc également. En revanche, cette hausse des prix du pétrole nuira à la Chine et à son économie. Cela aura un impact négatif sur elle. Ils frappent plusieurs cibles d'un seul coup. Ils mettent la Chine en difficulté. De toute façon, les États-Unis et la Russie entretiennent une forme de relation d'alliance en ce qui concerne la survie et la sécurité d'Israël. Ils favorisent également l'expansion d'Israël. Aujourd'hui, la présence des États-Unis dans l'océan Indien, le golfe Persique, la mer Rouge et la Méditerranée vise à contrôler cette zone. L'objectif est de contrôler le pétrole et le gaz naturel. Leur existence ne s'est pas produite tout d'un coup. Nous parlons d'un processus. Cela dure depuis très longtemps. C'est comme s'ils attendèrent ce jour. C'est toujours comme ça. N'était-ce pas le cas pendant la guerre Iran-Irak ? N'était-ce pas le cas pendant la première guerre du Golfe et la deuxième guerre du Golfe en Irak? C'est toujours comme ça. N'est-ce pas le cas en Syrie? En maintenant une présence militaire permanente, ils empêchent tout mouvement hors de leur contrôle. Qu'est-ce veut dire? Ça veut dire, même dans l'affaire de Gaza, même dans la question de Gaza, il s'agit de cette toute petite Gaza. Voilà Gaza, juste ici. C'est seulement ce petit endroit. 2 groupes aéronavals sont arrivés ici. 2 groupes entiers. Les avions présents dans ce groupe de combat aérien sont plus puissants que toutes les forces de frappe des pays de cette région. Je ne parle pas du nombre d'avions, mais du type et des caractéristiques de ces avions. Si l'on rassemble des avions de ce type, ils surpassent en réalité toutes les forces aériennes de la région, de la Turquie jusqu'à l'Égypte. Ils ont des F-35, des F-18, des F-22. Ce sont des avions que nous ne possédons pas. Il ne faut pas regarder le nombre, mais l'efficacité. Ils sont venus jusqu'ici, même ici. Regarde, cette opération est en cours. Elle est menée pour Israël. Il a envoyé 2 groupes aéronavals ici en disant « Israël est ma priorité numéro 1 ». Personne ne doit s'en mêler. Il a ainsi envoyé un message de dissuasion clair. Maintenant, venons-en à ce qui se passe ces derniers temps. Je vais évoquer une similitude. Est-ce que l'homme a attaqué d'ici avec des missiles? Oui, mais tu sais quoi? Il n'a pas attaqué seulement avec des missiles. Il a établi une base de drones à l'intérieur même de l'Iran. Il a mis en place un centre de contrôle des drones à l'intérieur du pays. Il a aussi mis en place un centre de contrôle des missiles. Il a identifié les étages des appartements où résident les hauts commandants des gardiens de la révolution iranienne, y compris le chef d'état-major et les commandants des forces. Et il n'a ciblé que ces étages. Il a frappé leurs appartements. En d'autres termes, il ne tirait pas sur celui du dessous, ni sur celui du dessus, ni sur celui d'à côté. Il a mis en place un merveilleux réseau de renseignement. Où l'a-t-il mis en place? En Iran. Comment cela est-il possible? Tendre ainsi la main à son pire ennemi? Vous savez, en Iran, le chef de la branche israélienne des services de renseignement iraniens s'est révélé être un agent israélien. C'était l'année dernière. Vous vous souvenez? Regardez maintenant. Avez-vous vu ce mouvement? À l'intérieur même de l'Iran, en plein cœur du pays, cet homme n'a pas seulement visé une installation nucléaire ou autre. Il a éliminé tout l'état-major alors qu'ils dormaient dans leur lit chez eux. N'est-ce pas un réseau de renseignement impressionnant? À quoi cela vous fait-il penser? À l'opération en toile d'araignée que l'Ukraine a menée contre la Russie jusque dans ses profondeurs? Vous vous souvenez? Alors, qui agit réellement dans l'ombre? Quelle méthode est utilisée? C'est la même méthode qui a permis de déstabiliser la Russie. Et maintenant, c'est avec cette même méthode que l'on cherche à affaiblir l'Iran. Dans ce cas, il faut bien souligner à quel point l'opération menée par notre Organisation nationale du renseignement, MIT, en Turquie, contre les espions israéliens est importante. N'est-ce pas? Et qui se sont révélés être ces espions israéliens? Des individus qui affichaient une apparence conservatrice? Il y avait même des Palestiniens parmi eux. Il y avait même un Palestinien.
Un étudiant palestinien dans une université prestigieuse s'est révélé être un agent israélien. Israël peut utiliser tout le monde, n'importe qui et n'importe quoi. C'est pourquoi il faut être extrêmement vigilant. Ils s'introduisent dans les logements, dans les appartements, dans les étages. Et regardez, ils frappent directement dans la chambre à coucher. Pas dans le salon, dans la chambre. Trouver l'immeuble est une chose. Ensuite, identifier l'étage est une autre chose. Et enfin, localiser la pièce où la personne dort, c'en est encore une autre. Et nous parlons des endroits les plus protégés d'Iran. Nous parlons ici des lieux les plus sécurisés. Alors, face à quel type de réseau de renseignement sommes-nous réellement confrontés? Il y a beaucoup de leçons à tirer de cela. Mais qu'a fait l'Iran jusqu'à aujourd'hui? L'Iran était-il vraiment un ennemi d'Israël? Sans l'Iran, Israël se serait-il autant armé? Aurait-il été présenté comme légitime aux yeux de l'opinion publique mondiale? Non. D'où est venu Khomeini? De Paris. Où le gouvernement provisoire a-t-il été formé? À Paris. Et avec quel avion est-il arrivé à Téhéran? Avec Air France? Et quelles ont été ses premières paroles? Nous effacerons Israël, le sionisme, de la carte. Il a déclaré « L'Occident est satanique ». Mais pendant qu'il faisait sa prière de remerciement, qui était derrière lui? L'ambassadeur des États-Unis et un rabbin. Ces images existent. Elles sont aujourd'hui cachées, mais nous les avons identifiées et publiées. Alors, quelle était réellement la mission de l'Iran? Le régime du Shah était censé être pro-occidental, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas suffisamment efficace. Quel était l'objectif ici? Comme nous l'avons dit, la survie et la sécurité d'Israël. Autrement dit, sa pérennité, son développement, son expansion, etc. L'Iran avait soi-disant fondé une organisation contre Israël au Liban. Israël a utilisé cela comme prétexte pour envahir le Liban. Et la Syrie, Israël l'a envahi aussi. Le Yémen, il y mène des attaques. Gaza, on dit qu'il y a des groupes soutenus par Israël, d'autres par l'Iran, etc. Toutes ces actions ont été menées sous ces prétextes. Et cela a ouvert la voie à Israël pour devenir une puissance nucléaire. Pourquoi? Parce que l'Iran allait attaquer Israël. L'Iran posséderait, soi-disant, des missiles redoutables. Et du côté du régime iranien, ils étalaient partout. Nos missiles sont comme ci, nos missiles sont comme ça. Nos missiles couvrent telle ou telle zone. Nous frapperons Israël de cette manière, ou de celle-là. Pendant ce temps, Israël s'est armé et a déclaré devant l'opinion publique mondiale « Mon réarmement est parfaitement légitime, nécessaire ». N'est-ce pas ce qu'ils ont dit? En réalité, le régime iranien a désormais accompli sa mission. Il y a maintenant, au centre de tout cela, le grand projet du Moyen-Orient. Ce que vous appelez le grand projet du Moyen-Orient, BOP, c'est en fait l'équivalent du nouveau projet du Moyen-Orient, BIP. Le projet du Grand Israël. Et qu'est-ce que c'est un territoire en Irak? Une structure alliée à lui en Irak, une autre structure alliée en Syrie, et tout cela, comme vous le savez, ce sont des composantes du KCK. Autrement dit, ils s'unissent à ces structures. Et maintenant, en Iran aussi, il y a cette région qu'ils appellent le Kurdistan en 4 parties, présentée comme faisant partie du prétendu grand projet d'Israël. Cette région doit également être séparée. L'Iran doit être fragmenté et un nouveau régime, allié à l'Occident, doit être instauré à l'intérieur même de l'Iran. C'est ce qui semble se dessiner. De toute façon, ces dirigeants étaient déjà les hommes de l'Occident, mais ils ont maintenant accompli leur rôle. Leur mission est terminée. Cette phase touche à sa fin. En parlant de désintégration, ouvrons une parenthèse pour la population turque. Très important, j'y reviendrai dans un instant. Maintenant, dans ce contexte de fragmentation, que fera la Turquie? Il y a une région d'une importance capitale pour la Turquie, au sud de l'Azerbaïdjan, en Iran. La population turque, il y a 35 millions de Turcs ici et 10 millions dans d'autres régions. Nous parlons donc d'une population turque de 45 millions de personnes. Il y a là une opportunité de ne pas gâcher la structure démographique de la Turquie. C'est une opportunité. Comment cela se fait-il? Tout comme les Turcs en Azerbaïdjan du Sud, il existe des structures dans le nord de la Syrie, dans le nord de l'Irak, etc. Avec le sud de l'Azerbaïdjan, la Turquie doit protéger les Turcs de cette région, intégrer cette population turque à la Turquie et ainsi renforcer sa propre structure démographique tout en augmentant sa présence humaine dans la région grâce à la population turque présente en Iran. Car l'Iran se dirige vers une fragmentation, nous l'avons déjà dit. D'abord une intervention militaire en Iran, ensuite des troubles internes, puis une nouvelle révolution. Par ailleurs, des fragmentations vont se produire ici. Dans ces fragmentations, les Turcs de ce que nous appelons le sud de l'Azerbaïdjan, ainsi que les Turcs vivant dans d'autres régions, doivent absolument être intégrés dans une structure alignée sur la Turquie. Ils doivent même être intégrés dans un système qui soit en harmonie avec la Turquie. Cela est extrêmement important pour la Turquie, tant pour la lutte contre les structures terroristes que pour prévenir les tendances séparatistes à l'intérieur du pays. Chaque crise crée aussi une opportunité. Il faut savoir tirer parti de cette opportunité.
C'est pourquoi j'attache une grande importance à cela. Nous devons rallier les Turcs du sud de l'Azerbaïdjan, et pas seulement eux, mais aussi tous les Turcs vivant en Iran, dans une structure proche de la Turquie. Il est évident que l'Iran est sur le point de connaître de grandes turbulences. Et nous le voyons bien, même le président iranien est d'origine turque. Permettez-moi de revenir à la question de départ. Dans le cas où ce scénario évoluerait comme vous l'avez décrit, c'est-à-dire une opération aérienne, des frappes aériennes, puis des interventions terrestres, la troisième ligne de front sera une fois encore la ligne maritime. Lorsque cette ligne entrera en jeu, quel type de scénario envisagez-vous? Quelle tactique militaire pourrions-nous observer? Est-ce qu'un conflit naval pourrait éventuellement se transformer en affrontement terrestre? Commençons par dire ceci. L'Iran n'a pas réellement la capacité de mener une guerre navale directe contre les États-Unis et leurs alliés. Certes, il construit des sous-marins, d'autres équipements aussi, mais tout cela reste très limité. L'objectif ici est d'assurer la sécurité du golfe Persique et surtout de garantir le contrôle du détroit d'Ormuz, car il est essentiel d'assurer un flux libre et sécurisé du pétrole et du gaz naturel à travers cette zone. C'est pourquoi, juste en face du détroit d'Ormuz, se trouvent les bases navales iraniennes. Il pourrait y avoir une attaque sérieuse contre ces bases navales afin de les neutraliser complètement. Comme vous pouvez le constater, la tactique est toujours la même. Il y a eu une révolution en Syrie, mais Israël continue de frapper régulièrement les bases et centres militaires syriens pour empêcher le pays de reconstruire une force armée puissante. Ici aussi, ils feront exactement la même chose. Même s'il y a un changement de régime, ils ne voudront pas voir émerger un État fort. C'est pourquoi ils chercheront à détruire cette zone dès maintenant. Eh bien, si nous ouvrons la 5e flotte à une parenthèse à la fin, nous verrons que la 5e flotte est basée à Bahreïn. La 5e flotte a son quartier général à Bahreïn. En effet, elle est basée à Bahreïn et, avec ses navires, elle contrôle l'océan Indien, le golfe Persique et l'entrée de la mer Rouge. Grâce à ses bases sur place, elle constitue une puissance militaire majeure avec ses avions, ses porte-avions, ses sous-marins, y compris nucléaires, ainsi que ses destroyers et ses croiseurs. De quel type de puissance militaire parlons-nous, comparé à la puissance terrestre de la 5e flotte? C'est une force de frappe. Avec ses avions, ses sous-marins et ses missiles balistiques, elle constitue une puissance offensive redoutable. Bien que le quartier général de la 5e flotte soit à Bahreïn, sa structure est répartie, ce qui lui permet de contrôler toute la région. Autrement dit, elle est en mesure d'exercer une influence sur l'ensemble de cette zone. C'est pour cela qu'elle doit se développer. Si vous voulez être un grand État, si vous voulez vous débarrasser de la pression des grands États, vous devez disposer d'une force navale puissante.